Bonjour à tous. Alors que le mercato ferme ses portes dans quelques heures et que les sommes des transferts ont encore atteint des records, les clubs du championnat espagnol se sont une nouvelle fois montrés relativement discrets pendant l'été. Avec ses quelques 550 millions dépensés, la Liga se positionne derrière la Bundesliga, la Serie A qui dépasse le milliard d'euros injectés sur ce mercato, et la toute puissante Première Ligue, dont la somme totale avoisine les 3 milliards dépensés, soit environ 6 fois plus que la Liga. Pourtant, si l'on se penche sur les 550 millions, on se rend bien vite compte d'un détail. Sur la somme totale, 370 millions ont été dépensés uniquement par les trois mastodontes espagnols, le Real, le Barça et l'Atlético. Plus de 2/3 de la dépense du championnat pour 3 équipes. Ce qui nous donne uniquement 184 millions pour les 17 autres clubs. Un total qui placerait le championnat espagnol au 11e rang des championnats les plus dépensiers de l'été, juste derrière l'Eredivisie et devant le championnat brésilien. Considéré comme l'un, si ce n'est le meilleur championnat du monde, nous allons voir comment est-il possible que les clubs espagnols soient désormais à l'euro près. En 2008, une crise économique de grande ampleur frappe l'Europe. L'Espagne est l'un des pays les plus touchés. Les commerces ferment les uns après les autres et très vite, la bulle spéculative qui entoure le sport roi va suivre. Si les clubs sont sur le toit du monde sportivement, économiquement, les fondations sont fragiles et menacent de céder. Ces clubs espagnols vivent au-dessus de leurs moyens depuis bien trop longtemps, et avec une crise qui paralyse le pays, de grands changements doivent s'opérer. En 2013, on dénombre environ 50 clubs espagnols menacés de disparition, et parmi ceux-là, certains clubs professionnels dépassent le milliard d'euros de dettes. S'entame alors, la même année, une restructuration de la ligue professionnelle, avec l'arrivée au pouvoir de Javier Tebas, toujours en poste aujourd'hui. Élu à la majorité par les clubs professionnels, l'homme originaire de Huesca entame alors des travaux colossaux. Il débute son mandat par un drastique redressement budgétaire, qui vise à réduire les dettes faramineuses des clubs espagnols. Mais cette idée ne va pas plaire à tous. Au club, dans un premier temps, où Getafe en fait vite les frais, en ne pouvant inscrire leur recrue Pedro León, mais également aux supporters, qui protestent, voyant leurs équipes favoris ne pas pouvoir se renforcer sur le marché des transferts. Tebas a en effet décidé d'imposer un encadrement de la masse salariale de chaque club, le fameux salary cap. Le système de calcul est commun à toutes les équipes professionnelles, mais les résultats sont uniques. Pour savoir la somme maximale qu'un club de Liga peut dépenser mensuellement en indemnité de salaire, la Ligue additionne l'ensemble des revenus du club, comme les sponsors, les droits télé ou la vente de billets, et les soustrait à toutes les dépenses structurelles du club, comme les voyages, les salariés hors joueurs ou l'électricité. Grossièrement, le chiffre obtenu est votre masse salariale à ne pas dépasser. Si un club dépasse cette masse salariale en recrutant un nouveau joueur, alors celui-ci ne pourra pas être inscrit et jouer pour le club tant que la situation n'a pas été réglée et qu'un joueur n'est pas parti pour libérer de l'espace dans la masse salariale. Outre cette mesure qui marque un tournant dans le football espagnol, le controversé président signe un nouveau deal pour les droits télé. Désormais, il est l'homme par qui tous les deals passent, c'en est fini des arrangements économiques comme il était de coutume dans le pays. En 2015, Javier Tebas décide une nouvelle répartition des droits audiovisuels. Les deux géants se partagent depuis trop longtemps le gros du gâteau et les 18 autres clubs ramassent les miettes. L'idée d'inverser la tendance germe alors. Le Real s'y oppose car évidemment, cela ne va pas lui être favorable, mais rien n'y fait. Désormais, le club qui gagne le plus grâce aux droits télé empoche seulement 3 fois plus que le moins bien rémunéré du championnat, contre 7 fois plus auparavant. Une nouvelle mesure qui va aider à réduire les inégalités entre les puissants et les autres. Là où Tebas plaît aux clubs les plus modestes, car il permet de générer des rentrées économiques plus importantes et rapidement, notamment avec les droits CVC, les fans, eux, se retrouvent parfois lésés. Des rencontres à des horaires improbables, ou même délocalisées, comme ce sera le cas cette saison entre Villarreal et Barcelone, un match qui se jouera à Miami. Mais alors, si Tebas a contribué à réduire la dette du football espagnol, augmenter les revenus liés aux droits télé des clubs les plus modestes, et assurer une ligue où chaque club a le même règlement et les mêmes droits, comment ça se fait que les clubs semblent toujours avoir si peu d'argent à dépenser sur le mercato ? D'abord, Tebas a instauré un fair play financier égalitaire certes, où l'on ne peut dépenser plus que l'on gagne. Sur le papier, le concept est intéressant, mais dans les faits, ça semble poser problème. Un club comme Cadiz ou Getafe génère des centaines de fois moins d'argent que le Real Madrid. Des stades modestes, peu de ventes de maillots et des contrats de sponsoring beaucoup moins intéressants pour les entreprises, qui savent pertinemment que ces clubs n'intéressent pas le grand public et les médias. Quant aux droits télé, ils sont mieux répartis certes et n'ont jamais été aussi hauts dans le football espagnol, mais ils restent toujours bien inégaux. L'écart s'est réduit, mais la réalité reste violente. Certains clubs touchent annuellement 3 fois plus que d'autres. Et puis, de nombreux clubs espagnols sont dits associatifs, donc détenus par ses fans, des socios. Ils sont donc ancrés à leur territoire et fortement liés à leur région.
Cette attache se retrouve aussi dans l'économie d'un club, car si la région est frappée par une crise économique, alors le club sera impacté, et ce, sans l'aide d'un mécène pour mettre la main à la poche. Les propriétaires privés et uniques à la fortune colossale sont rares, ce qui entraîne les clubs à reposer l'essentiel de leurs économies sur la vente de joueurs. Il y a aussi eu des exemples de grands stades qui ont été rénovés ou sont en cours de rénovation. On pense forcément au Camp Nou, au Benito Villamarín et au Santiago Bernabéu. Ces travaux, nécessaires parfois, ont un coût et paralysent l'économie d'un club pendant de longues années, les retombées étant généralement positives sur le long terme. Enfin, il y a aussi une mentalité de dépense propre aux clubs de Liga. Par la connexion culturelle avec l'Amérique latine, les clubs espagnols cherchent à attirer des prospects en provenance d'Argentine, de Colombie ou du Mexique. Les coûts sont moindres et l'adaptation culturelle sera plus facile pour un joueur latino que d'aller se cailler dans le nord de Londres sans piper un mot d'anglais. Alors, peut-on réellement dire que les clubs espagnols n'ont pas d'argent ? Vous l'aurez compris, la réponse est plus nuancée que ça. Ils ont appris à le gérer différemment, de manière craintive et sous la surveillance d'une ligue ultra stricte, quitte à s'appuyer un peu plus sur sa formation et sur ses recruteurs. Malgré tout, les écarts ne cessent de croître. Les riches s'enrichissent davantage et bientôt, par soi-disant intérêt du football et de ses fans, ils demanderont à jouer entre eux pour que la compétition qu'ils ont eux-mêmes tuée au fur et à mesure des années renaisse de manière élitiste dans une ligue fermée, délaissant derrière eux les plus populaires, le football n'étant que le miroir de nos sociétés.